cette question, il faut se la poser. Les marchés boursiers, est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu quand même trop optimistes sur l'issue prochaine du conflit au Moyen-Orient, le CAC 40, 8250 points malgré les tirs américains, on l'a commenté, c'était avant-hier, sur le sud de l'Iran. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Malgré les incertitudes, malgré la confusion qui règne autour des négociations entre Américains et Iraniens, on sent quand même que ça patauge un petit peu les négociations. On a des bourses européennes et américaines qui sont proches de leur record. Le pari qui est fait implicitement par les investisseurs, c'est que le détroit d'Ormuz va rouvrir. Est-ce qu'ils ont raison ou tort de prendre ce pari qu'ils prennent depuis un petit moment déjà maintenant ? Je vais prendre les choses un peu à l'envers pour le coup. On va rentrer dans le 4e mois de guerre quand même. Oui, c'est vrai. En exprimant le fait que la réalité, c'est que si les marchés montent, c'est pas en raison de la prime de risque ou de l'absence de prime de risque géopolitique. J'ai presque envie de vous dire, s'il n'y avait pas le détroit d'Ormuz, les marchés seraient montés encore plus. Et donc on a déjà une prime, en réalité, qui altère la progression des indices pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, la seule thématique qui vaille, c'est celle de l'intelligence artificielle, avec une vraie mécanique. Je pense qu'il est important qu'on revienne sur le sujet, pour dire que la réalité, c'est que les appréciations récentes, je regardais le MSCI World, qui est l'indice action, qui représente en gros les actions au niveau mondial, même si le poids des États-Unis est évidemment très important dans cet indice-là, on est à plus de 17% en 60 jours concrètement, donc depuis le début de performance. Plus 17% de performance en plus, c'est-à-dire un segment de hausse qui ne s'est pas démenti depuis. Mais la réalité, c'est que tout ça en fait traduit d'abord et avant tout une thématique qui emporte tout sur son passage et qui s'appelle l'intelligence artificielle, avec des conséquences microéconomiques qui font qu'on sort juste d'une saison de publication de résultats. Et je peux vous assurer que s'il n'y avait pas le détroit d'Ormuz, les marchés auraient monté encore plus, parce que quand vous regardez l'évolution en fait récente des croissances bénéficiaires des acteurs de ce domaine-là, eh bien aujourd'hui, force est de constater qu'ils prennent tout le gâteau en fait est pris par ces quelques acteurs-là. Ils continuent d'afficher des croissances bénéficiaires qui font qu'en dépit de la hausse récente, eh bien la cherté des marchés a tendance à baisser. Et donc c'est bien cela qu'il faut avoir en tête. On n'est pas face à un marché déconnecté. On est face à un marché connecté. La question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que les profits actuels, il faudra les rendre ou on pourra les garder ? Et ça, c'est un vrai sujet associé. C'est encore tôt, mais ça ressemble quand même. Alors, tout ça pour vous dire que cette époque, cet environnement sur les marchés actions, ça arrive régulièrement. Même sur un siècle et demi, en fait, on les observe. C'est ce qu'on appelle des périodes caractéristiques du niveau de l'automne sur les marchés. C'est un moment dans lequel on a vraiment en fait, une thématique qui emporte tout sur son passage. Ça vous fait penser évidemment à la fin des années 90. Ça dépend. Là, en l'occurrence, elle délivre des résultats, mais il y a un cercle autoréalisateur. Pour bien que vous compreniez, pour le coup, c'est toujours associé à une thématique de surinvestissement dans un domaine bien particulier. Et là où je n'ai pas encore de réponse, c'est qu'autant en 2006-2007, on pouvait avoir en fait des réponses. Vous savez, quand le marché se caractérise par ces adages du type « cette fois c'est différent »,« this time is different », c'est un peu en fait l'idée aujourd'hui qui parcourt les marchés. L'intelligence artificielle, c'est une révolution qui transforme tout. Et donc c'est toujours associé à des problématiques de surinvestissement. Prenez l'exemple de l'Espagne en 2006-2007, où on traduit souvent l'époque par un qualificatif qui s'appelle c'est le miracle. Le miracle des marchés actions qui en fait, en dépit de toutes circonstances de guerre entre les États-Unis et l'Iran, continue de monter. Eh bien l'Espagne en 2006-2007, c'était la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on était face au miracle espagnol. Le miracle était un mirage. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on est dans la thématique du surinvestissement, à l'époque, ce n'était pas dans l'intelligence artificielle qu'on investissait, c'était dans le logement. Oui. Peu importe. On 50% je crois du ciment européen était consommé. C'est ça. Alors un autre chiffre, et gardez-le parce qu'il est assez formidable, j'utilise souvent d'ailleurs celui-ci, l'Espagne construisait autant que la France, l'Allemagne et l'Italie réunies. Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça ? Quand vous êtes dans la phase de surinvestissement, en fait, il faut les construire, en fait, les immeubles. Donc, vous embauchez des gens. Et ces gens-là touchent des revenus qui vont eux-mêmes consommer. Et vous savez que 2/3 de la richesse qu'on crée dans un pays, c'est globalement, en fait, de la consommation des ménages. Donc, vous avez de l'investissement qui se compte en croissance, donc en chiffre d'affaires de l'entreprise, de la consommation qui est boostée par cela. Donc, quand vous êtes dans ce phénomène-là, ça emporte tout sur son passage et c'est connecté à la réalité. Ça génère des profits. Et ça a été le cas à l'époque. La question qu'il faut, c'est à la fin qui paye. Est-ce que les unités de production qu'on produit aujourd'hui trouveront preneur au prix en fait qu'elles ont coûté ? Et donc la réponse en fait à cette question en Espagne était évidemment non. Et en l'occurrence, on est tombé en fait pendant 10 ans. Il a fallu pendant 10 ans rendre ce qu'on avait accumulé. Mais au moment, et concentrons-nous en fait sur l'épisode, au moment du surinvestissement, eh bien la réalité, c'est que c'est un espèce de tsunami qui arrive et contre lequel on ne peut pas lutter. Donc les marchés actions, probablement, si on n'avait pas le détroit d'Ormuz, seraient encore plus élevés. Qu'est-ce qui peut les déstabiliser aujourd'hui ? Parce qu'on voit bien que malgré les frappes américaines de la nuit d'avant-hier, les bourses n'ont pas décroché. On est de nouveau au-delà des 8200 points sur le CAC 40. Rien.
Rien jusqu'au moment en fait, où vous aurez une déception microéconomique, où on sera en fait au moment où on pourra finalement acter le fait que les investissements qui ont été réalisés trouvent suffisamment preneurs pour être rentables. Et là, dans ces cas-là, on s'installera à des niveaux qui seront des niveaux plus élevés. Si jamais la réponse à cette question est non, on rendra une très grande partie du chemin parcouru, mais en fait, c'est beaucoup trop précoce. Alors, donc ça veut dire que c'est la microéconomie, c'est l'économie réelle qui signe la fin de la récréation. C'est toujours cela. Là, aujourd'hui, on achète une promesse rentable. Mais attention, la rentabilité aujourd'hui de ces acteurs-là, les profits générés, c'est un cercle qui s'auto-alimente, vous l'avez compris. Donc on autofinance finalement les acheteurs de ces produits. Jusqu'au moment, il va falloir pour le coup que tout ça soit autonome. C'est encore trop tôt. Pour le moment, ça sera d'ici 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans où on pourra acter cela. Entre-temps, il est possible que les marchés actions continuent en fait de performer tant qu'on est dans ce cycle de surinvestissement. La musique continue de tourner, on ne peut pas en fait aller au-delà. Et d'ailleurs, regardons, parce qu'on parle toujours des marchés américains, et regardez, le Nikkei, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'indice de référence au Japon. Pourquoi le Nikkei, en fait, caracole, alors que l'économie japonaise est en train de mourir? Appelons un chat un chat. Je veux dire que le Japon ne fait plus d'enfants depuis 30 ans, a un stock de dette publique absolument colossal, et pourtant le Nikkei continue de monter. Pourquoi? Parce qu'on regarde la composition du Nikkei, de l'indice de référence au Japon, il n'y a que de la tech. Cette thématique tech emporte tous les indices. Il y a une seule thématique sur les marchés mondiaux aujourd'hui, c'est la tech, c'est l'intelligence artificielle. Donc le ressort... La Corée, c'est pareil, le topic qu'on commande partout. Ouais. Là, pour le coup, vous avez vraiment, en dépit du fait que ce sont des pays qui, en plus, sont sensibles aux importations. Ils sont sensibles au détroit d'Ormuz parce qu'ils s'approvisionnent beaucoup en énergie qui provient de cette zone-là. Et bien, la thématique est si puissante qu'on l'oublie. Et regardez, vous l'avez probablement commenté, la super prime. La super prime versée par, c'est Samsung, non? Pour éviter la grève. Non, j'ai pas vu. Non. Donc, à des montants colossaux, prime intelligence artificielle à l'ensemble des collaborateurs. Mais quand on est dans ces moments-là, vous comprenez bien que ça emporte tout. On est sur des centaines de milliers de primes, d'euros de primes, en fait, pour chaque collaborateur qui bosse, en fait, dans l'entreprise. Donc, on est vraiment face à une thématique qui ne peut plus se faire importer. Donc, vous me posez la question, qu'est-ce qui peut s'arrêter? À la fin des fins, il faudra se poser la question de qui paye. Est-ce que les gens ont les moyens de payer, en fait, les usages qui ont été définis à travers ces investissements-là? Le deuxième risque, le deuxième risque, il y en a un autre, pour le coup, qu'il faut surveiller de près, mais ce n'est pas encore l'heure. C'est le risque de changement de règles du jeu, puisque tout ça tient sur un modèle économique qui véritablement fonctionne avec les règles d'aujourd'hui. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la radicalité politique, le besoin d'autre chose s'exprime de plus en plus un peu partout dans le monde. Alors parfois il se traduit par des cheveux orange aux États-Unis, des cheveux jaunes au Royaume-Uni, de l'extrême droite, peu importe. Voyez, donc la radicalité s'exprime, mais pour l'instant elle n'a jamais remis en question les règles du jeu qui permettent à l'intelligence artificielle de continuer d'avancer et surtout à ces boîtes-là d'accumuler un certain nombre de profits. Demain, imaginez, je fais de la fiction, que quelqu'un mobilise cette idée que finalement, ces grands acteurs-là sont des très grands trusts, comme on l'avait vécu à la fin du 19e siècle avec les grands trusts qui s'appelaient Rockefeller, la Standard Oil, etc. Avantage technologique majeur qui fait qu'en fait, ils emportent tout sur leur passage et donc à la fin, il n'en reste plus que quelques-uns. C'est marrant d'ailleurs en fait à quel point ça ressemble à la situation actuelle. Mais vous pointez du doigt le risque de démantèlement, c'est ça? Oui, alors celui-ci ou d'une fiscalité différenciée, ce qui serait plus doux. Comme argument. Donc le risque de démantèlement, c'est l'élection de Theodore Roosevelt en 1901 qui dit à la fin, vu que les États-Unis n'arrivent pas en fait à faire se calmer en gros la genèse des inégalités associées en fait à un phénomène de captation de l'essentiel de la richesse par quelques acteurs qui s'appelaient les trusts de l'époque, eh bien ça aboutit à une radicalité politique. Theodore Roosevelt, dont la seule ligne de son programme, c'est je découperai les gros. Il essaye en 1904, la Standard Oil est découpée en 1911. Mais il y a une autre possibilité, plus douce. Plus du centre, on va dire, dans ces cas-là, c'est de dire, écoutez, ces acteurs-là, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient de la matière première, ils la transformaient, ils la vendaient. Ça s'appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée par rapport à la matière que j'ai achetée. Ouais. Aujourd'hui, qui sont ces acteurs? Ces grands trusts, ils font quoi? Ils utilisent de la matière première, qui s'appelle la donnée, la transforment et la vendent. Sauf qu'est-ce qu'à un moment donné, ils ont payé la donnée qu'ils utilisent? La réponse est non. Donc vous pourriez très bien imaginer une fiscalité différenciée qui serait constitutionnellement acceptable. C'est uniquement... Alors on va pas payer les gens qui fabriquent de la donnée, parce que vous allez me dire qu'en utilisant des jeux, plus ils utilisent des jeux, plus il faudrait les payer. C'est moralement pas acceptable et socialement pas acceptable. Mais vous pourriez très bien imaginer qu'il y a une prime en termes de fiscalité, tout simplement pour compenser le fait que ces gens-là n'achètent pas la matière première qu'ils transforment. Et dans ces cas-là, vous pourriez avoir évidemment ce genre d'argument, remettre en question en fait le modèle économique sur lequel... Bon, on n'y est pas aujourd'hui, c'est de la... Mais on n'y est pas, et ça c'est fondamental, et je pense qu'on aurait pu le voir déjà il y a 2 ans. Donald Trump, et ça c'est un élément important parce que quand même tout ça est tiré par les États-Unis, et Donald Trump n'est pas un homme radical.
il n'a rien de radical en interne. Il est radical vis-à-vis de sa posture à l'extérieur, sur les postures impérialistes, les postures protectionnistes. Mais en interne, son Big Beautiful Bill, c'est la prolongation et l'exacerbation d'un phénomène qui a déjà débuté depuis les années 80 aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a vu qu'à partir du moment où Donald Trump n'est pas du tout un radical d'un point de vue fiscalité ou d'un point de vue de son appétit pour remettre ou faire rentrer dans le rang ces grands acteurs-là, eh bien, la réalité, c'est qu'à votre question, qu'est-ce qui fait que les choses s'arrêtent? La réponse, c'est que c'est pas maintenant. Il est possible que, par contre, au regard de la proximité des prochaines élections présidentielles, il faudra regarder avec beaucoup d'attention le contenu des programmes, parce que plus le temps passe, plus finalement ces agents privés qui deviennent des concurrents légitimes de l'État, eh bien, seront progressivement en fait la cible finalement de probablement politiques qui voudront changer les règles du jeu pour les faire rentrer dans le rang, mais on n'y est pas encore, et donc ça veut dire concrètement qu'on a quand même une pulsion à la hausse, pulsion, c'est-à-dire que les mots ont un sens, qui aujourd'hui est extrêmement forte, et si jamais, pour le coup, on a une résolution du conflit réel dans le détroit d'Ormuz, ne soyez pas étonnés si les marchés actions continuent en fait de performer, en dépit du fait que on sait qu'il y a une dose de risque derrière tout ça. Mais vous savez, quand le momentum est si fort, en fait, quand la vague est si forte, elle emporte tout sur son passage jusqu'au moment où on sera capable de dire ça valait le jeu en valait la chandelle ou pas. Ou pas. Allez, merci beaucoup. Explication point de vue signé. Merci David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. À bientôt. À bientôt.